Le 19-20 en Aquitaine, bienvenue à vous. Voici les titres de cette édition. Dernière chance ce soir, l'UBB doit gagner tout à l'heure face au Stade Français. Victoire impérative pour espérer jouer les barrages et surtout pour relancer la machine. Du 4,40 à la Vigne, un trader a radicalement changé de vie. En 3 ans, il s'est imposé dans le Bergeracois. Son portrait dans cette édition. Les Landes, terreau du cinéma. À Mont-de-Marsan, une école privée forme de futurs professionnels. Elle ouvrait ses portes aujourd'hui en vue du casting de sa prochaine promo. Enfin, à chacun son gîte. Rural, traditionnel jacquère ou haut de gamme. Au Pays Basque, l'offre explose. Un succès qui permet de rénover les fermes et préserver le patrimoine. Ils n'ont pas gagné depuis 7 semaines. Ce soir, face au Stade Français, l'UBB espère renouer avec la victoire. Les Girondins, 7e au classement, doivent prendre des points pour rester dans le top 6 et se qualifier pour les barrages. Nicolas Morin, Bertrand Joucla-Parker. De gros nuages au-dessus du stade André Moga, comme un symbole du printemps maussade de Bordeaux-Bègles. Les 3 défaites consécutives concédées en championnat ont plutôt plombé l'atmosphère. C'est mon rôle aussi de secouer les gars quand on vit une succession d'échecs. Et c'est leur rôle aussi de prendre conscience des éléments à améliorer. C'est la gestion humaine avant tout. Donc oui, Raph a monté le ton à la mi-temps de La Rochelle. Et puis les joueurs se sont retrouvés entre eux aussi, parce qu'il faut aussi retrouver le moral comme ça. En s'échappant contre eux, ils sont allés faire une jolie petite fête. À 5 journées de la fin, l'UBB n'est plus dans le top 6, synonyme de phase finale. Face au Stade Français ce samedi soir, la victoire est donc impérative pour conserver un espoir de qualification et ne pas gâcher une saison réussie jusqu'à fin mars. Ce serait dommage parce que Bordeaux a eu des périodes magnifiques cette saison, a fait des matchs de haut niveau, a mené 19-0 contre Clermont et à mon avis, tout s'est joué là-dessus sur 2-3 moments. Alors des décisions arbitrales peut-être justifiées, mais qui ont eu beaucoup d'effets et qui ont fait basculer le match de Clermont. Et voilà, la saison a connu un tournant ce jour-là. L'équipe girondine devra faire le plein à domicile face au Stade Français et Brive et réaliser au moins une performance à Grenoble, Montpellier ou Toulon. Ce n'est pas encore mission impossible, mais ça commence à y ressembler. L'UBB à égalité de points avec Castres qui mène en ce moment face à la section paloise 12-0. Et puis autre match en cours, Agen, Lanterne Rouge est mené 10-12 à Brive. Et puis en football, 36e journée de Ligue 1, Bordeaux joue à 3, dernier du classement. La rencontre vient tout juste de débuter. Autre temps fort de ce week-end sportif en escrime, Pau accueille les championnats de France de sabre. Les épreuves par équipe ont lieu depuis ce matin. La section paloise, triple championne en titre, s'est qualifiée pour les finales hommes et femmes. Lui a croisé le fer sur le marché du 4,40 avant de changer radicalement de vie. Un ancien trader a lâché la bourse pour la vigne, mais il a gardé la même énergie en 3 ans. Il s'est imposé dans le Bergeracois. Son portrait avec Candice Olivari et Nicolas Pressigou. Ça se voit au premier coup d'œil. Franck gère l'attachage d'une main de maître. Ça commence à rentrer. Maintenant, ça fait quand même 3 ans que je le fais régulièrement. Ces 6 hectares de vignes, il a appris à les soigner et en extraire le meilleur sous l'appellation Rosette ou Bergerac, lui, le Parisien fraîchement débarqué en Dordogne pour une nouvelle aventure. Voilà l'univers dans lequel Franck Decourroux gravitait. Le palais Brognard, l'hystérie, puis la bourse informatisée, le trader frôle le burn-out et c'est finalement la crise de 2008 alors qu'il est chez Natixis qui précipite sa reconversion. Il décide alors de faire un bilan de compétences. Donc tu vois, une belle lumière, une belle robe. Avec, à la clé, une sacrée surprise. Après un travail acharné quand même avec cette dame qui était très très bien, elle arrive à la conclusion, elle me dit vous allez être stupéfait, vous allez penser que je suis un charlatan, mais voilà, pour moi, vous êtes fait pour du travail concret. En fait, je vous verrais bien comme paysan. Paysan sur le tard, mais paysan speed, on ne se refait pas. Je pensais que le vin, que la vigne allait le rendre un peu plus zen. Et finalement, c'est pas tellement le cas. Il est plutôt toujours préoccupé. Il y a toujours ce côté de travailler dans l'excellence.
Une excellence qu'il fait déjà, au bout de 3 ans seulement, déguster à ses clients. En face, on voit en lui un vigneron aguerri et un commercial, évidemment hors pair. Vu que c'est un trader, négocier c'est plutôt son côté à lui. Mais voilà, non, il n'y a pas de négociation. Il débute, il fait les choses bien et il faut pas trop lui parler de négociation parce qu'après ça va augmenter. L'objectif de l'ex-trader, c'est maintenant de monter en gamme et de se faire plaisir avec des micro-cuvées, des vins de niche que l'on pourrait retrouver bientôt sur des tables étoilées. Moins de chance pour un confrère du Médoc. Le propriétaire d'un château classé en cru bourgeois s'est fait voler 400 pieds de vigne à Saint-Sizon. Il les avait plantés il y a 15 jours. Il estime le préjudice entre 1 500 et 2 000 euros. Mais il se dit inquiet de cette nouvelle tendance qui semble s'installer dans le vignoble. Pas de télé ou de tablette ou de smartphone, impensable pour les jeunes. Et pourtant, à Pau, des élèves ont accepté de s'en passer pendant 10 jours. Ils en profitent pour redécouvrir des activités manuelles. Nora Genet et Elie Gonzalez. 10 jours sans écran, c'est le défi proposé aux élèves de l'école des 4 coins du monde à Pau. Quand on prend la définition du dictionnaire, c'est quoi un écran? En fait, un écran, c'est par exemple, ça c'est un écran. En fait, ça ne me permet pas de voir ce qu'il y a autour. C'est ça. Et quand on retire l'écran qu'on se met devant les yeux, qu'est-ce qu'on peut voir du coup? Le monde ouvert. S'ouvrir à d'autres activités comme l'origami, proposé à la médiathèque Trait d'Union, exit les jeux vidéo, Internet à tout va et autres télé et tablettes. Place aux travaux plus concrets, moins virtuels. Ils nous ont donné un carnet. Dedans, il y a des activités, des recettes. Il y a même un gâteau au chocolat sans cuisson. Bref, voilà, il y a tout. Il y a des dessins, des mandalas. Il y a des activités comme les origamis. Voilà. Tu regardes plus du tout la télé? Parfois, je regarde un peu. Je craque des fois. L'objectif de ce défi 10 jours sans écran est également d'amener les parents à partager des loisirs interactifs avec leurs enfants. C'est important de rester en groupe, parler avec les enfants, changer, lire, apprendre pas mal de choses. Même pour l'école, je crois que les enfants ils ont besoin des parents à côté de soutien. L'idée n'est pas de stigmatiser les écrans en tout genre, mais de sensibiliser chacun au danger d'une virtualité trop intensive. Les contenus inappropriés, c'est un des principaux dangers. Si un enfant joue à un jeu vidéo aussi trop excessivement, il pourrait ne plus faire la différence entre la réalité et la fiction. Colloques et conférences ponctuent ce défi qui s'achèvera mercredi prochain. C'est sur le grand écran qu'ils veulent s'exprimer à Mont-de-Marsan depuis 6 ans. Des étudiants sont formés au métier du cinéma. Leur école privée, lancée par un Landais de cœur, ouvrait ses portes aujourd'hui. Gilles Bernard, Jean-Yves Potra. Des poignets ensanglantés, des marques de coups sur les avant-bras. Jeanne apporte une dernière touche au maquillage de Caroline pour le tournage d'une séquence en caméra subjective. La première n'est là que depuis quelques mois. La seconde termine, elle, sa 3e année, celle où les élèves doivent réaliser le long métrage qui met un terme à leur formation. C'est une belle aventure en fait. Là, on se dit, bon, ben voilà, c'est notre tour, parce que nous, on a participé au long métrage précédent. Donc là, on se dit, bon, ben voilà, nous, c'est à nous de tout donner maintenant cette année et de faire en sorte que tout le monde puisse s'éclater sur le tournage. Cadreur, éclairagiste, script, chef opérateur, sur le plateau, c'est l'effervescence avant le tournage. Une scène qui s'inscrit dans une succession de flashbacks, ceux d'une victime se remémorant son face-à-face avec un tueur psychopathe. Un travail axé sur la lumière sous les yeux des visiteurs comme Emma, venue de Bordeaux pour découvrir l'école et son fonctionnement. À Bordeaux, il y a une autre école qui m'a intéressée, mais c'est plus centré sur l'audiovisuel. Et c'est vraiment rester assis sur une chaise, et ça ne me plaît pas. Donc il y a la théorie, mais il y a aussi la pratique qui m'intéresse. Et là, c'est bien parce que les élèves peuvent toucher à tout, et en 3 ans, donc plus vraiment se pencher vers la filière qui l'intéresse. Donc ouais, c'est ça qui m'interpelle dans cette école. Titulaires au moins d'un baccalauréat, ils ont ensuite été sélectionnés sur la base d'un entretien pour s'assurer de leur motivation. Le recrutement est en effet limité à une 15aine d'élèves pour une approche plus familiale où chacun est amené à s'initier aux différents métiers avant de choisir le sien dans un secteur où la demande devrait s'accroître en région dans les années à venir. Le tournage va se développer de toute façon en région. Les dernières réunions du CNC le montrent, les chiffres le montrent, le nombre de jours de tournage augmente, les demandes en tout cas en technicien ne cessent d'augmenter, donc c'est plutôt un secteur dynamique et particulièrement en région. Moyennant un coût de 6 500 € par an, une trentaine d'élèves ont déjà suivi cette formation à Mont-de-Marsan. Une école qui rayonne aujourd'hui au-delà des Landes et de l'Aquitaine.
Des plumes sous le vent, Arcachon accueille la traditionnelle plage aux écrivains. La manifestation prévue jusqu'à demain s'est ouverte avec une météo maussade, ce qui n'a pas découragé la trentaine d'écrivains. Jean-Claude Lacoste, Dominique Mazère. Avec 11 petits degrés sur le front de mer et un vent de force 5, la plage aux écrivains s'est réfugiée au Palais des Congrès, sécurité oblige. En tout cas, les 26 auteurs étaient presque tous présents, des plus médiatisés aux moins connus mais talentueux comme l'auvergnate Astrid Eliard, lauréate du prix littéraire d'Arcachon pour son 4e livre, Danser. Voilà, c'est pour vous, Astrid, merci. Je voulais raconter comment éclot la vocation dans la conscience de jeunes adolescents. Ils ont 14 ans, ils sont danseurs nés, et c'est ça que je voulais raconter, cette vie de danseur avant l'opéra, avant la scène de l'Opéra de Paris. De la journaliste danseuse au courtier à la retraite, du roman à la saga familiale, à chaque fois le goût de l'écriture est profond. Jean-Pierre Castelin vit plusieurs mois sur la station balnéaire et pour son 9e ouvrage, Friture sur la petite mer, l'auteur observe et décrit avec ses mots le monde ostréicole en proie au doute. Le monde ostréicole se considère, lui, tout le temps en péril. Historiquement, il a su rebondir parce que les gens sont courageux, parce que les gens veulent aller jusqu'au bout, parce que les ostréiculteurs ont quand même le côté positif de vivre dans un endroit magique. La formule littéraire expérimentée ici a déjà une dizaine d'années et c'est souvent l'effervescence qui permet le contact entre les auteurs et les lecteurs. On préfère en avoir une trentaine seulement, mais de telle manière qu'il y ait un vrai contact avec le public, que chaque écrivain puisse s'exprimer, parler, parler avec les gens. Finalement, le seul grain de sable qui a perturbé l'ouverture de la plage aux écrivains demeure la météo, avec l'annulation de la dégustation populaire de 20 000 huîtres. Ses œuvres sont rares. À 92 ans, Yann Le Toumelin, la mère du célèbre moine bouddhiste Mathieu Ricard, est une artiste singulière. Exceptionnellement, quelques-unes de ses toiles ont été vendues aux enchères cet après-midi à Bordeaux. Sandrine Albault, Ludovic Cagnato. Sa signature, enfin souvent, c'est un monogramme sur le thé de Toumelin. Toumelin, Yann Le Toumelin, une des rares femmes à s'être imposée dans le monde de la peinture abstraite dans les années 60, aux côtés de Soulages notamment, avant de s'investir à 100% dans le bouddhisme. À 92 ans, chez elle, en Périgord noir, elle est toujours aussi rayonnante. Ses œuvres, très prisées des collectionneurs américains, reviennent sur le devant de la scène grâce à son ami commissaire-priseur Christian Jandy-Cazot. Il proposait 15 de ses aquarelles à la vente cet après-midi, dont celle-ci, La mer en feu, qu'il apprécie tout particulièrement. Je trouve que c'est l'expression de l'artiste que je connais bien. C'est-à-dire, c'est les rires du ciel. Vous voyez, quand on la voit, elle rit tout le temps. Elle est toujours très souriante. Elle attire la bonté. Donc, en fin de compte, je trouve qu'il y a une sorte de lumière qui se dégage. Et puis, cette lumière dont on a bien besoin aujourd'hui, peut-être. Voilà. La mer en feu, datée de 1958, jour de Yann Le Toumelin, bien entendu, et nous commençons à 6 000. 5 500 ici l'enchère. En voulez-vous, premièrement 8 000. La mer en feu est adjugée 8 000 €. En un quart d'heure, toutes les œuvres sont vendues. Les enchères monteront jusqu'à... Pour un acheteur anonyme à l'étranger. Au total, près de 150 000 € seront reversés à l'artiste, qui compte bien s'en servir à des fins caritatives au Tibet pour la construction d'écoles ou de dispensaires. Une exposition contemporaine étonnante à présent, des assiettes suspendues comme en lévitation. Le Béarnais Dominique Blaise investit le château de Pau et dresse une table très poétique dans la salle des 100 couverts qui n'a jamais aussi bien porté son nom. François Busson et Élise Gonzalez. Ouverture royale pour l'artiste Dominique Blaise. Son œuvre investit la salle des 100 couverts du château de Pau. La table a disparu. Artiste contemporain, ce Béarnais d'origine rêvait de mettre en valeur des objets du quotidien dans ce lieu chargé d'histoire. C'est un souvenir d'enfance, la table des 100 couverts. Donc quand par bravade un ami me dit « à quand les 100 couverts ?» il m'est revenu cette image de la table.
Et donc, j'ai fait quelque chose qui ne m'arrive pratiquement jamais. J'ai joint directement, j'ai écrit au directeur du musée. Je lui ai dit, écoutez, vous enlevez la table et je mets le couvert. Voilà, et ça lui a bien plu. Passionné par le mobilier, Dominique Blaise met ici en scène 70 verres Duralex à 9 faces, couteaux, fourchettes, assiettes, des couverts de cantine, une poésie du moment comme suspendue dans le temps. J'ai beaucoup suspendu de choses ou étayé, parce que je fais des systèmes constructifs qui reprennent des objets quotidiens. Voilà, je prends le quotidien et je l'installe dans des architectures, disons, où j'en fais des architectures. L'idéal, ça serait de laisser ce couvert le temps qu'il faut pour que tout tombe, parce qu'il est écrit que ça doit tomber. Et donc, mais ça pourrait, l'exposition durerait peut-être 1 ou 2 années, je pense. Éclairé par des lustres de style hollandais, entouré de tapisseries des Gobelins, sous le regard d'une statue d'Henri IV de Pierre de Franqueville, la table des 100 couverts de Dominique Blaise efface le temps qui passe, un artiste à découvrir au château de Pau. Après le gîte, le couvert, ou plutôt après les couverts, le gîte traditionnel, rural, insolite ou haut de gamme. Au Pays Basque, il y a des gîtes pour tous les goûts et toutes les bourses. Les vacanciers apprécient l'accueil et les prestations. Les propriétaires, eux, préservent leur patrimoine. À chacun son gîte. Notre magazine est signé ce soir Alexandre Perrin et Emmanuel Galerne. Patrick est éleveur de brebis à Hérissari, un métier qu'il aime faire découvrir à ses hôtes, car depuis 6 ans, lui et son épouse Béatrice ont monté un gîte à côté de leur ferme. 35 semaines par an, ils y accueillent des vacanciers. Ici, la visite de la ferme fait partie des attractions. Ici, on a 3 races. Il y a la manège tête rousse, la manège tête noire. La tête noire, elle est noire et elle a des cornes. Et la basco-béarnaise. On essaye de les accueillir au mieux, en étant sympa, normalement. Et puis après, on leur dit les bons endroits, les bons restos, là où il y a du bon vin, du bon fromage. Originaire de Dordogne, la famille Del Bousquet a choisi cet accueil à la ferme pour passer ses vacances au Pays Basque. Nous, on vient un peu de ce milieu-là, donc ça nous convenait pas mal. Et puis, bon, sur ce qu'on a pu voir sur Internet, c'était vraiment perdu un peu au milieu de la campagne, donc c'est ce qu'on aime, quoi. Pour les propriétaires, Patrick et Béatrice, le but de créer ce gîte était avant tout de préserver leur patrimoine familial. Cette maison, à l'origine, était une porcherie. Mes parents faisaient du porc naisseur-engraisseur et donc l'activité s'est terminée. Donc le bâtiment restait avec 2 petits cochons dedans pendant des années et des années. Après on s'est dit que c'était dommage quand même vu l'architecture qu'il y a et vu le patrimoine. Donc on s'est dit bon pourquoi pas en faire un gîte. Depuis, cette activité d'accueil est devenue une source de revenus complémentaires pour Béatrice et son mari, conscients que l'avenir de l'agriculture reste incertain. On vit quand même de notre métier, heureusement, mais voilà, il y a des incertitudes et tout ça, donc on a voulu un peu se diversifier et on a créé le gîte en ce sens-là. Mais après, voilà, on ne s'attendait pas à ce que les gens nous amènent autant. Ils sont là en vacances, ils sont zen, c'est vraiment agréable. Au Pays Basque, le développement des gîtes et chambres d'hôtes est un phénomène en plein essor. Une offre pléthorique qui répond à toutes les demandes. À Ostabat, ce gîte est un peu particulier. Situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, il accueille principalement des pèlerins dont le séjour dépasse rarement une nuit. Certains jours, le gîte peut être complet, donc tout est à refaire tous les jours, et certains jours plus calmes, donc quelques lits, ça dépend. Tout est variable, mais les pointes sont au mois de septembre et au mois de mai. Mais même pour ces courts séjours, l'accueil n'en est pas moins soigné. Ici, un repas traditionnel basque est servi tous les soirs aux visiteurs. Nous proposons un repas du soir avec des produits du terroir, donc garbure, jambon de pays, hachois de veau avec quelques pommes de terre, fromage de brebis au soy rôti avec sa confiture de cerise noire et du gâteau basque, et puis un café. Face à la concurrence des nombreux gîtes pèlerins qui ouvrent entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Ostabat,
Lucie Yartz et son mari Beignat ont décidé d'investir dans une piscine et un jacuzzi. Des prestations pour satisfaire une clientèle toujours plus exigeante. Ici, il faudra faire quelques plantations un peu exotiques qui puissent aussi aller bien avec ces chênes. Les gens ont besoin un peu se soulager. Quand ils arrivent, ils sont un peu fatigués, tout ça. Et il faut un petit plus. Ah, nous voilà. Je me rappelle de vous, j'ai senti chantier. On a vu un très bon accueil il y a 7 ans. Et je me rappelle du monsieur qui chantait et je l'avais pris en photo en train de battre la mesure et j'ai trouvé c'était super. Si l'accueil simple et authentique séduit toujours autant, de plus en plus de clients au Pays Basque recherchent le gîte ou la chambre d'hôte d'exception. À quelques kilomètres de la côte, à Saint-Pé-sur-Nivelle, cette ferme vieille de 300 ans a été totalement rénovée. Pierre et Julie en sont les heureux propriétaires. Leurs hôtes ici sont choyés, surtout durant le petit déjeuner. Ce matin, donc la baguette traditionnelle, un petit pain en céréales et des petites viennoiseries. D'accord ? Et après, vous avez une autre partie au buffet. Donc vous verrez, vous avez les confitures maison, donc abricots, fraises, confiture artisanale, donc on retrouve la confiture au piment d'Espelette. Tout est parfait, ce qui est rare dans un hôtel. Il faut aller très très haut pour trouver ça. On est comme si on était chez des amis. Il y a notamment ici un salon juste à côté. On a l'impression d'être chez soi, reçu, comme si on était chez des copains. Je viens juste de te servir le café, donc il est tout chaud. Merci beaucoup. Bon appétit. Super, merci. J'attends de l'authenticité en fait. J'attends des gens vrais, qui sont chez eux, dans leur maison, qui sont eux-mêmes, qui vivent naturellement avec nous et qui nous acceptent de manière très naturelle aussi pour que nous-mêmes nous soyons totalement authentiques, on fasse pas semblant, etc., etc. C'est ça qui est important. Avec ses 5 chambres d'hôtes et ses 2 gîtes, cette ferme d'exception est ouverte 9 mois dans l'année. Une activité indispensable pour Julie et Pierre, bien décidés à conserver ce patrimoine. C'est une ferme, je vais vous montrer quelques photos. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une ferme qui a 300 ans et en fait on a eu ces photos de nos prédécesseurs. Donc vous voyez un petit peu comment elle était il y a une vingtaine d'années quand eux l'ont reprise. Et pendant 10 ans, ces personnes ont beaucoup laissé d'énergie à la rénover eux-mêmes, à la refaire. On est amoureux de notre maison, donc on le fait à fond. C'est sûr que vu la taille, vu la superficie de cette maison, si on n'avait pas cette activité de maison d'hôte, on ne pourrait pas vivre ici parce qu'on a besoin de ça pour pouvoir l'entretenir. C'est colossal. Soucieux de conseiller au mieux leurs hôtes durant leur séjour, Pierre et Julie ont créé un guide touristique et gourmand. On donne ce guide aux gens quand ils arrivent, on leur dit qu'ils peuvent le prendre avec eux, qu'ils peuvent l'utiliser. Et à l'intérieur de ce guide, sur une partie, il y a tout ce qu'on peut faire, par exemple à Guétari, à Bidart, ce qu'il y a à voir dans ces villages. Et l'autre côté, on a fait un petit peu notre Elor Guide partie gourmand, où là on reprend tout ce qu'on peut avoir comme resto sympa à proximité de la ferme. Le succès des gîtes et des chambres d'hôtes au Pays Basque, c'est aussi cela. Des rencontres, un accueil convivial, un échange, des clients qui reviennent et parfois des amitiés qui se créent. Avant de se quitter, ces images, une course toute en couleurs, 5 km dans Bordeaux, pas de chronomètre mais beaucoup de bonne humeur. Après un échauffement en musique, les jeunes coureurs ont été aspergés de poudre colorée. La bicolore, pour ceux que ça intéresse, se prolonge ce soir avec une soirée after. Fin de cette édition, on se retrouve demain dès midi. Au revoir.